Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à un sujet qui est particulièrement intéressant, d'actualité. On va vous parler stratégie, technologie, budget, il y a même de la politique qui va s'en mêler pour un marché total qui fait plus de 500 milliards de dollars. Donc vous voyez que l'enjeu est particulièrement important et nous avons tous de près ou de loin été impactés par cette pénurie. Nous allons en parler. Avant d'aborder le sujet concrètement, nous sommes bien sûr dans une formule toujours en mode webinar et sachez que Capital Network travaille déjà sur un programme en présentiel. On a vraiment envie de vous revoir et ce sera probablement pour l'automne prochain, donc un tout petit peu de patience, mais profitons aussi des avantages que nous procure la formule webinaire. Bon, pour ceux qui ont déjà assisté, vous savez comment ça fonctionne. On va vous faire participer à des sondages. Vous allez pouvoir poser des questions. De grâce, posez des questions parce que le but, c'est que ce soit interactif. Je sais qu'on n'a pas toujours l'occasion de répondre à toutes les questions et on y répondra éventuellement plus tard. Mais c'est le but de webinaire, c'est que ce soit interactif. Alors, à mes côtés, justement, pour percer un petit peu tous les secrets de ce secteur et des enjeux de ce secteur, Arnaud, bonsoir. Arnaud, bonsoir. Ça fait 9 ans que tu travailles avec nous. Tu es analyste, mais avant ça, physicien. Et tu es particulièrement passionné par ce secteur. Et je dois dire qu'il nous a déjà découvert pas mal de pépites dans lesquelles nous avons investi. Et nous en parlerons ce soir. Alors, je le disais, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Pourquoi? Eh bien, parce que de près ou de loin, nous avons été, sur l'année écoulée, impactés par cette pénurie de semi-conducteurs ou de puces électroniques. Alors, pour vous faire participer, vous faire travailler un tout petit peu, on va lancer tout de suite le premier sondage en vous demandant cette question. Avez-vous, vous, l'année écoulée, connu des retards de livraison ou éventuellement une hausse des prix suite à la pénurie? Donc, je vous propose de répondre au sondage en haut à droite. Je le fais avec vous aussi. Voilà. On en discutait justement avec un des participants qui est derrière la caméra, notamment pour la commande de sa voiture. Il a vu certaines options disparaître suite au manque de semi-conducteurs. Donc, on voit vraiment que ça impacte tout le monde. J'attends un petit peu le résultat des votes. Et donc, un tiers des participants ont connu effectivement des problèmes suite à cette pénurie. Alors, pour commencer par le commencement, on va peut-être d'abord expliquer, Arnaud, ce qu'est un semi-conducteur. Oui, tout d'abord, merci d'être venu ce soir à la conférence. Donc, un semi-conducteur, c'est un matériau ayant des propriétés électroniques se situant entre un conducteur et un isolant. Sa conductivité électronique va pouvoir être altérée à souhait par un processus d'injection d'impuretés s'appelant le dopage. En théorie de bande en physique, un semi-conducteur, c'est finalement caractérisé en ayant une bande de conduction suffisamment proche de la bande de valence qui permet aux électrons de passer et donc à l'électricité de passer. Les matériaux utilisés sont plutôt le silicium, qui sont après transformés chimiquement pour avoir des propriétés semi-conductrices. Et après, ce silicium, on le verra juste après la présentation, de ce slide, vont être travaillés pour après créer par exemple des transistors ou autres éléments électroniques qui seront vraiment les building blocks de la future électronique finie. Et on verra aussi qu'il y a plusieurs familles de circuits intégrés qui existent et qui auront différentes applications dans de nombreuses industries. Alors justement, au niveau de la fabrication, on se doute que c'est complexe, mais peut-être pas à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu brièvement comment on fabrique une puce ou à quoi sert un semi-conducteur? Oui, donc vous pouvez voir l'image à gauche là de tout le procédé. Donc, tout commence avec la confection, la fabrication de la galette de silicium ou appelée en anglais wafer, qui doit, je l'ai dit avant, être traitée chimiquement pour pouvoir avoir des propriétés semi-conductrices. Cette étape-là, elle est vraiment, ce savoir-faire est dominé par les Coréens et les Japonais principalement. Donc, une fois que cette galette est préparée, elle va pouvoir subir finalement l'impression du design, ce qui s'appelle finalement l'architecture du future chips.
Donc cette partie est cruciale. C'est principalement les Américains, Grégory, qui sont très forts dans ce domaine-là. C'est parce que ce design, cette architecture, c'est finalement ce qui va définir après les propriétés du semi-conducteur et du produit final. Donc comment ça se fait, cette étape-là cruciale? Par une étape qui s'appelle la photolithographie. Donc le design va être mis sur un photomasque et il va y avoir des rayons ultraviolets qui vont traverser et passer après à travers un réseau complexe de miroirs qui va permettre de focaliser vraiment micromètre par micromètre sur la galette de silicium, finalement l'architecture donnée. Donc ça, cette phase-là est très importante. Et donc la photolithographie, vous pouvez voir, elle est faite par une machine. Vous avez l'image à droite, Grégory. Oui, donc alors Cocorico, parce que des acteurs européens, on le verra par après, il n'y en a pas énormément, mais celui-ci est d'envergure, ASML, qui, Arnaud fabrique justement ces machines pour imprimer, hein, c'est bien ça Tout à fait. Voilà. Alors, juste quelques anecdotes hein, sur ASML. La photo là, elle est toute petite, mais sachez quand même que c'est un engin qui pèse 180 tonnes, qui fait 8 mètres de long, 4 mètres de haut. Et au niveau budget, c'est 120 millions d'euros pour une machine. C'est pas fini. Il faut savoir que produire une machine comme ça, c'est 4 à 5 mois de travail. Et on y reviendra parce que ça a un impact justement sur la pénurie de microprocesseurs ou de semi-conducteurs. Et non seulement il y a 4 à 5 mois de processus de fabrication, mais ensuite il faut le livrer et la livraison et l'installation, ça prend environ 3 mois. Donc vous voyez qu'on est au niveau de la pénurie, il va y avoir du travail si on veut augmenter la cadence. Alors, tu as parlé, Arnaud, de différentes familles Oui, excuse-moi. Je pense qu'il y a encore des étapes en fait à discuter. Certes, ça en fait beaucoup, on s'y perd un peu, ça se comprend. Mais donc, si tu veux, juste pour terminer le cycle, c'est important pour voir un peu toute la chaîne. Donc, une fois qu'on a vraiment projeté le design sur la galette de silicium. Donc, c'est passé au travers de la machine d'ASML. Exactement, Grégory. Okay. Et donc, là, il va falloir encore après nettoyer les résidus avec des solvants. Il va falloir doper, j'en ai parlé en introduction, la surface pour changer la conductivité. Et après, faire des connexions de toute petite taille en cuivre entre différents modules. Donc, et après, on va arriver à l'image tout à droite là de la frise où on a l'image finalement de la galette, plus de silicium, mais vraiment traitée avec une multitude de circuits intégrés qui après devront être testés pour voir la qualité, coupés, et après seront mis dans des modules de protection qui seront après mis dans les produits finis. D'accord. Voilà. Alors justement, on va parler de ces produits finis. On a toujours en tête cette image de puce Intel ou AMD qu'on retrouve sur les portables. C'est utilisé comme outil marketing. Oui. Mais en fait, il existe une grande variété de puces différentes, classées en 3 différentes familles. Tout à fait, Grégory. Donc, on peut dire le premier bloc s'appelle tout ce qui est circuit logique. C'est ce qui permet de faire des calculs complexes, pour dire simple. La première famille, tu l'as dit, ce sont les processeurs centrales CPU. On pense aux processeurs Intel ou AMD que vous avez dans votre ordinateur, laptop, voire dans certains data centers. Ensuite, il y a les cartes graphiques, là, vraiment dominées par les Américains Nvidia et AMD. Là, les cartes graphiques, c'est pour bien sûr tout ce qui est jeux vidéo, mais pas que. On a vu des applications récentes dans tout ce qui est calcul pour l'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles applications. Ensuite, il y a d'autres familles telles que des processeurs programmables qui sont plutôt pour les ingénieurs pour arriver à faire des tâches spécifiques programmées qui servent beaucoup dans les réseaux télécoms, par exemple, ou la défense. Et des processeurs spécifiques en application qui sont très puissants mais qui peuvent faire une seule tâche. Là, on peut penser, Grégory, aux processeurs qui sont mis dans les Tesla pour tout ce qui est conduite semi-autonome, ou alors, certains ont peut-être suivi l'actualité dans le mining de crypto-assets. Justement, la dernière conférence était sur les cryptocurrencies ici. Ouais. Et enfin, dans cette catégorie, les microcontrôleurs. Donc ça aussi, on a peut-être pu voir ce mot dans les articles de journaux quand on parlait de pénurie dans le secteur automobile. Ce sont des tout petits, finalement, ordinateurs composés d'un module mémoire de faible capacité et d'un petit processeur qui permettent de travailler d'une façon autonome et qui sont peu chers et qui peuvent être décentralisés dans un système. Donc ça, c'est vraiment un bloc très important du secteur le plus visible finalement pour le consommateur. Exactement. Après, rapidement, le bloc des mémoires. Là, c'est vraiment plutôt les Coréens qui dominent avec les Japonais et les États-Unis.
Donc, on peut penser à Samsung qui est vraiment le leader là-dedans. Il y a les mémoires classiques, des RAM mécaniques, mais on a vu des mémoires flash qui sont beaucoup plus rapides et coûteuses. Mais donc, il y a aussi une évolution dans ce segment-là. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et donc, ce sont les mémoires qu'on retrouve notamment dans les GoPro, dans les caméras, Oui, voire même dans les téléphones pour dans les stocker téléphones, ces photos, etc. Dans les téléphones, tout à fait. Et donc, on arrive à des capacités bien plus importantes que dans le passé et un coût qui a fortement chuté. Qui a fortement chuté, sauf récemment. Oui, on y reviendra. Et il y a une dernière colonne où il y a plusieurs éléments dedans, mais on peut les résumer. Certains processeurs qui vont convertir un signal externe ou l'amplifier, par exemple. Penser aux éléments dans un smartphone pour radiofréquence, des senseurs dans les voitures ou alors des convertisseurs de puissance. Donc là, dans l'industrie solaire, finalement, l'énergie du solaire, le courant continu qu'il faut transformer en alternatif, ou dans les voitures électriques qui sont de plus en plus développées et produites. Donc, on a effectivement ce genre également de semi-conducteurs dedans. Ouais. Et d'ailleurs, si on revient sur le sujet du smartphone, petite anecdote aussi, il faut savoir que les smartphones d'aujourd'hui sont tellement puissants qui sont l'équivalent des ordinateurs il y a 15 ans qui calculaient l'impact d'une explosion nucléaire. Donc, on voit l'évolution qu'on a eue au niveau de la qualité, notamment des puces, et surtout dans les smartphones. Alors, petit sondage, de nouveau pour vous faire participer. Avez-vous une idée du nombre de semi-conducteurs qui ont été produits depuis 1960? Alors, attention aux chiffres, ça donne le tournis. De transistors, pour être précis. De transistors, ok. Donc, ça donne le tournis. Alors, je répète, un sondage en haut à droite, vous cliquez et vous soumettez votre vote. Alors oui, forcément, même 1 milliard, ça paraît énorme. 1000 milliards, c'est gigantesque. Et 10 trilliards, j'ai dû regarder sur Wikipédia pour savoir le nombre de zéros que ça comprenait. Tout à fait. Merci pour ton aide. Tout à fait. Arnaud, alors, la bonne réponse, c'est… C'est la plus grande, effectivement. Donc 10 trilliards de transistors qui ont été produits depuis 1960. J'ai oublié de le dire en introduction, mais les transistors ont été créés en 1947 par les Américains, le laboratoire Bell. Et donc, effectivement, là, on voit qu'il y a eu des décennies d'innovation qui ont suivi et qui ont abouti donc à l'électronique contemporaine. D'accord. Alors, justement, en parlant de croissance, on parle même de croissance séculaire. Donc, ça veut dire une croissance qui perdure depuis longtemps. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une constante et est-ce que c'est tenable à long terme, compte tenu de la pénurie qu'on vit aujourd'hui? Donc, on peut se poser cette question. Tout à fait. Déjà, d'une façon historique, on observe une très, très forte croissance. Vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. On arrive à une taille de marché, tu l'as dit, on va dire supérieure à 400 milliards, ça se rapproche des 500 milliards de revenus. Donc, c'est un marché énorme qui est finalement très, très important si on pense le marché de l'énergie en premier, le marché auto et là, vraiment le marché semi-conducteur en troisième. Donc, c'est vraiment un gros marché. Il y a un cycle quand même, il y a une cyclicité dans ces marchés-là qui viennent de la cyclicité des marchés sous-jacents. Donc, c'est quand même lié, bien sûr, à l'économie. On peut penser au secteur auto qui a été à l'arrêt l'année dernière avec des volumes à moins 40% sur le mois de mars. Donc, il y a une cyclicité quand même sous-jacente, mais on voit que la tendance est quand même très, très forte. En moyenne, ces dernières années, ça a été plutôt de 5 à 8% par an. Mais on voit quand même que cette cyclicité est de moins en moins importante parce qu'il y a de plus en plus de vecteurs de croissance derrière qui lissent un peu ces cycles-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on suit d'ailleurs ce secteur ou les sociétés de ce secteur chez Capital Network, c'est parce qu'il y a une tendance de fond qui est vraiment très importante. Et ça a été, on va pas dire la surprise l'année dernière, mais ils ont extrêmement bien résisté, voire même continué à croître en période de crise. Tout à fait, on le voit sur le graphique de droite, le secteur a été en croissance en 2020 pendant le Covid, donc ça c'est quand même assez remarquable. Alors, si on regarde au travers des différents secteurs et par rapport aux familles dont tu as parlé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les puces utilisées dans quel secteur tel que représenté dans le graphique? Tout à fait. En image simplifiée, on a le secteur des smartphones et des data centers et toute infrastructure, donc 4G, 5G. Ça représente à peu près 50% de la demande finale. Donc, c'est quand même deux gros morceaux.
Après viennent le secteur de l'industrie, automobile et autres applications. Ça, c'est vraiment le breakdown comme ça. Après, ce qui est intéressant dans l'image que vous pouvez voir, c'est que les trois familles qu'on a décrites juste avant, les circuits logiques, les mémoires et autres semi-conducteurs, sont finalement, vous le voyez, présents dans toutes ces industries. Donc, à différentes proportions, bien sûr. Mais donc, ça veut dire que si on a un problème avec une famille de semi-conducteurs ou un fournisseur d'un semi-conducteur particulier, plusieurs industries peuvent sentir l'effet. On y reviendra un peu plus loin dans la présentation. Alors, justement, pour illustrer un petit peu ces data centers, parce que ça nous paraît parfois abstrait, on a ici l'image d'un data center de Google, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc là, on peut voir finalement, ce sont donc des centres qui coûtent à peu près 2 à 3 milliards de dollars, les plus gros en tout cas à être fabriqués, qui contiennent énormément d'électronique, mais aussi des systèmes de refroidissement, enfin bref, tout un type d'équipement. Dans l'électronique, il y a des processeurs, des mémoires, des connectivités switch, et donc effectivement tout ça c'est coûteux, c'est une dépense initiale, mais après d'une façon récurrente, il va falloir investir dans de nouveaux chips pour les remplacer. Donc, c'est pas qu'un investissement initial, c'est un investissement continu au fil du temps. Est-ce que le data center à Luxembourg ressemblera à celui-ci? Il va falloir le visiter. Alors, effectivement, on pourra remplacer la personne que vous voyez sur l'image. Mais disons, la structure, oui, devrait être semblable, tout à fait. Et ça permet finalement, ces data centers, de faire des calculs compliqués, machine learning, intelligence artificielle, sur soit la base de données propre, par exemple dans ce cas-là de Google, on pourrait penser aux utilisateurs YouTube ou aux moteurs de recherche, mais aussi on voit de plus en plus ces sociétés Internet, Grégory, qui vont faire du service pour d'autres entreprises, donc du calcul avancé en tant que service pour d'autres. On y vient justement avec cet autre slide où on voit notamment que des acteurs comme Amazon qui offrent des cloud services, Google, Microsoft, Facebook investissent des sommes considérables dans des data centers parce que la donnée ou le stockage de données sera clé à l'avenir et l'analyse, ce sera probablement l'objet d'une autre présentation pour tout ce qui est intelligence artificielle. Volontiers. Voilà, il faut des données et donc il faut pouvoir la stocker quelque part. Alors, on a une question extrêmement intéressante d'un des participants. Est-ce que ces semi-conducteurs ont une durée de vie limitée? Est-ce qu'il y a une obsolescence programmée? Ça, c'est une question extrêmement difficile, effectivement. Je dirais peut-être oui, effectivement, certains microcontrôleurs qui peuvent être dans plutôt ce qui est électroménager, etc. Là, on peut penser que ça soit possible, effectivement. Après, que ça soit vraiment pour des processeurs de haute valeur ajoutée, c'est peu probable que ce soit volontaire en tout cas, mais bien sûr, il y a une durée de vie. Le meilleur exemple, c'est ceux qui ont utilisé les cartes graphiques NVIDIA de gaming pour faire du mining de Bitcoin. Ça, c'est très consommateur parce qu'il faut calculer des opérations complexes et effectivement, ces cartes graphiques sont usées assez rapidement. Donc, bien sûr, et je viens de dire avant, pour les data centers, Google doit peut-être pas tous les ans, mais en tout cas changer effectivement les processeurs parce qu'ils commencent à être un peu usés. Et on sait que les cryptocurrencies sont sous le feu de la critique, notamment par leur consommation d'énergie, parce que ça consomme de l'énergie, et aussi par leur consommation de microprocesseurs ou de semi-conducteurs, puisqu'on est actuellement en pénurie. Alors, ça sert également à l'industrie du jeu. Tu en as parlé avec NVIDIA, un acteur qui est en pleine croissance aussi et dans lequel Capital Network a investi. Oui, donc là, on voit finalement que l'industrie du jeu vidéo, en tout cas sur la slide d'après, le graphique croît à peu près à 10% par an. C'est vraiment drivé par le segment mobile qui a été facilité par des meilleurs smartphones plus puissants. On a parlé de contenu électronique, mais également de connectivité supérieure. Donc, ce secteur-là est aussi un moteur important de la consommation de semi-conducteurs. Tout à fait. Alors, un autre secteur dont on a beaucoup parlé dans les médias et pour cause, c'est le secteur de l'automobile et des difficultés qu'il a connues et qu'il connaît encore aujourd'hui avec la pénurie de semi-conducteurs. Comment cela se fait-il? Oui,
Vous pouvez voir, mesdames et messieurs, en haut, l'image d'une voiture et tous les composants électroniques qui figurent dedans. Donc, il y a un certain nombre de familles, justement, certaines qu'on a décrites avant. Il y a les microcontrôleurs, les convertisseurs de puissance, etc., des modules mémoire. Donc, on voit qu'il y a une multitude d'éléments. Donc, s'il en manque un, ça pose déjà problème, en fait, pour produire le véhicule, n'est-ce pas? Tu as peut-être quelques exemples. Oui, bien, alors, quelques anecdotes. Donc, on sait notamment que Peugeot, sur certains modèles, sont revenus à des affichages avec une aiguille au lieu d'un affichage digital. Renault, qui a dû réduire ses écrans et certaines fonctionnalités ou certaines options, notamment la recharge par induction, qui a été supprimée pour économiser en microprocesseurs. En fait, l'ensemble des constructeurs ont établi des comités de crise pour voir comment ils pouvaient temporairement et peut-être à plus long terme aussi solutionner cette pénurie de semi-conducteurs. Alors, il y en a un qui a surnagé, on va dire, pendant cette crise, c'est Toyota, puisque Toyota, avec l'expérience qu'ils ont eue avec le tsunami de 2011, eh bien, avait en tout cas des stocks qui étaient bien plus élevés que les autres constructeurs. Et on pense aussi à Volkswagen, qui a quand même senti la pénurie, mais qui se projette déjà d'ici 2030 à produire elle-même ses propres puces pour être moins dépendante. On y reviendra un peu plus loin. Alors, c'est quand même particulier parce que d'une part, on parle de pénurie actuelle pour les véhicules qui sont construits aujourd'hui, alors qu'on est en pleine croissance au niveau des véhicules électriques et autonomes qui vont être forcément plus consommatrices de semi-conducteurs. Tout à fait. Vous voyez deux tendances très fortes. L'électrification d'une partie du parc automobile avec les voitures hybrides et surtout électriques qui ont un contenu de semi-conducteurs bien plus important que les voitures traditionnelles. Vous pouvez voir le graphique en bas à gauche. En fait, il y a déjà 4% de la production mondiale des véhicules qui est déjà hybride et électrique. Ça a été accéléré par des plans de relance actuels, mais surtout la baisse dramatique du coût des batteries en fait via les économies d'échelle. Donc, on voit que ça peut aller très vite en taux de pénétration. Il va falloir suivre finalement toute cette demande, alors qu'on est juste au début. Tu viens de le dire. Et la deuxième tendance, c'est en fait, elle est liée à l'aide à la conduite. Donc, ça s'appelle ADAS en termes techniques. Finalement, l'aide à la conduite qui va être progressivement de plus en plus précise. On parle de niveau 1 à 5 pour ceux qui connaissent la chose. Et là, va être exigeante en senseur, en lidar, en processeur même pour faire finalement des projections stochastiques et arriver à anticiper les accidents. Donc, effectivement, là, on va avoir un besoin. Et là, on est au tout début également d'une croissance long terme. Qui risque d'être freiné peut-être par cette pénurie. En tout cas, pour l'instant, oui, c'est mal parti. Alors, malheureusement, on peut dire qu'en Europe, on n'a pas le lead, sauf certains exemples, mais ce marché est principalement dominé par les Américains, hyper dominé par les Américains. Tout à fait. Ça a été le berceau donc de la création des semi-conducteurs avec les transistors, on l'a dit avant, mais effectivement tout un tissu industriel s'est formé. Donc les Américains dominent vraiment dans quasiment toutes les catégories. Néanmoins, donc là on peut observer le graphique des capitalisations boursières des acteurs listés dans ce secteur. On voit néanmoins qu'il y a deux sociétés qui sont néanmoins les plus grandes. C'est en Taïwan TSMC. On va le voir après, qui produit finalement plus de 50% des semi-conducteurs de la planète. Et le groupe Samsung Electronics, qui lui est leader incontesté dans les mémoires. Donc là, il y a quand même une nuance à dire. Il y a deux pôles qui sont très très forts. Mais sinon, effectivement, le reste, ce sont des Américains. Et en Europe, bon, on a parlé avant d'électrification de voitures. Ben là, on peut avoir néanmoins la chance d'avoir des acteurs de renom, Infineon, STMicroelectronics et NXP, trois acteurs qui ensemble font une grosse partie de la production d'onduleurs pour les voitures mondiales. Oui, électriques. Donc on a peut-être cette particularité, mais sinon, malheureusement, c'est plutôt américain. Oui, parce que outre la capitalisation boursière qui dit quelque chose, mais pas tout, même au niveau chiffre d'affaires, ce sont les Américains et les Coréens qui dominent. C'est bien ça. Exactement. Là, vous pouvez voir sur ce graphique que certains, finalement, un nombre limité d'acteurs dominent en termes de génération de revenus et ont une taille écrasante. Néanmoins, il faut pas oublier que l'industrie est tout le temps en mouvement et on peut avoir des cas particuliers. Par exemple, la société Nvidia qui, récemment, je l'ai dit,
à des applications de ces cartes graphiques dans tout ce qui est intelligence artificielle, un secteur en forte croissance. Et donc, les choses bougent. Des acteurs de plus petite taille peuvent aussi après basculer finalement les cartes. Oui. Nvidia, qu'on suit de très très près chez nous aussi depuis longtemps. Ce qui m'étonne ici dans le graphique, c'est que je ne vois pas ASML, alors que ASML est quand même aussi un acteur important. Oui, en fait ici, c'est tous les acteurs qui créent des chips. C'est pas les équipementiers. Les équipementiers, Grégory, on va l'aborder juste après. Alors, justement, hein, on voit que les enjeux sont très très importants et on l'a vu avant, les budgets qui vont devoir être alloués, j'imagine aussi, vont être de plus en plus importants. Et donc, on a une vague de consolidation puisque c'est avant tout aussi un défi financier pour pouvoir suivre le rythme de recherche et de production. Tout à fait. Il faut avoir une taille critique. Donc, faire des économies d'échelle, la façon la plus simple, et acquérir aussi des connaissances techniques, ça c'est vraiment par l'acquisition de sociétés. Donc il y a une consolidation qui est maintenant depuis plus de 20 ans dans ce secteur, mais qui s'amplifie en fréquence et surtout en taille de deal. Donc vous pouvez voir le graphique avec vraiment des dizaines de milliards de dollars tous les ans en consolidation de secteur. Donc ça c'est très bien pour les économies d'échelle, c'est très bien pour faire avancer vite l'innovation, mais néanmoins c'est un facteur potentiel de fragilité de la supply chain, parce qu'effectivement, si un acteur est en défaillance, c'est pas forcément rattrapable sur le court terme pour la production. Et donc, avec un risque de monopolisation, on va dire, du marché. C'est bien ça? Tout à fait. On a parlé de l'industrie auto fréquemment. Là, voici ici les parts de marché de certains éléments électroniques dans les voitures, et on voit qu'il y a certains acteurs qui ont 30% de la production. Donc effectivement, là, il y avait une anecdote, en début d'année, il y avait le groupe Renesas japonais qui effectivement avait un feu dans son usine, et ça a eu qui produit des semi-conducteurs. Voilà, tout à fait, et ça a eu un impact direct. C'est de la malchance, mais on voit que s'il y a peu d'acteurs, si un est en défaillance pour quelconque raison, ça affaiblit la production. Donc, on a d'abord un défi financier, hein, c'est-à-dire qu'il faut suivre le rythme financier, et on a également un défi technologique. Oui, donc sur ce graphique, vous pouvez voir, en fait, ça représente le nombre d'acteurs qui sont capables de produire une certaine définition en termes de nanomètres pour le semi-conducteur. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler. La course à la miniaturisation. Exactement, c'est ça. Et on voit que finalement, ceux qui arrivent à produire potentiellement du 5 nanomètres et en dessous, donc pour les applications exigeantes, hein, bien sûr, de haute valeur ajoutée, là, il y a finalement plus que 2 ou 3 acteurs, en tout cas 2 pour l'instant, qui sont capables de faire ce genre de choses. Donc là c'est encore pire. Si quelqu'un est en défaillance, 2 acteurs, ça peut créer un gros problème. Oui. Et donc, on comprend progressivement pourquoi une pénurie peut vite arriver, en tout cas sur certains segments de semi-conducteurs. Avec ici encore un autre exemple. Le secteur des mémoires, on voit que ça consolide également, donc il y a de moins en moins d'acteurs concurrents. D'accord. Alors pour illustrer un petit peu, hein, parce on imagine, mais parfois en photo c'est plus parlant. On a en haut à gauche une usine d'Intel, donc on voit que c'est extrêmement robotisé. Et tu me disais que ce sont principalement des ingénieurs qui y travaillent d'ailleurs. Tout à fait. Chambre en vide, il ne faut pas qu'il y ait de particules qui contaminent les échantillons, très automatisés. Et les usines, on verra, il faut entre 1 et 3 ans selon la taille de l'usine pour les construire. Donc, et ça demande des budgets. Là, on parle de 10 milliards ou 15 milliards de dollars pour certaines grosses usines. Donc, c'est un budget conséquent. Et on voit en haut à droite une usine justement de Samsung qui est la taille d'une petite ville avec, vous voyez les bâtiments là, mais ces bâtiments se prolongent au sous-sol, donc un peu en mode James Bond. Et donc, c'est vraiment extrêmement impressionnant et on voit que ces infrastructures, et on y reviendra aussi, eh bien, cela a un coût. Et c'est un élément, on y reviendra aussi, qui nous plaît dans les acteurs de ce secteur, parce que vous comprenez petit à petit que l'accès à ce secteur est de plus en plus compliqué. Alors, justement, on parle de difficultés d'accès. Forcément, avec l'explosion des budgets, j'imagine que si toi et moi, on décide de lancer une usine comme ça, il nous faudra beaucoup
d'argent. Beaucoup de subventions, effectivement, ça on va y revenir justement. Mais en termes d'intensité capitalistique, donc si on additionne la R&D pure et les CAPEX, en fait c'est… R&D, c'est recherche et développement. Voilà, pardon. Et les CAPEX, c'est tout l'argent qu'il faut pour construire des bâtiments, acheter des machines, etc. Donc si on additionne ça de bout à bout, on arrive à presque la moitié des revenus qui sont dépensés dans ces deux choses-là. Donc c'est l'intensité capitalistique probablement la plus élevée de tous les secteurs. Donc ça fait des barrières à l'entrée énormes. C'est-à-dire que ceux qui produisent les semi-conducteurs, oui, ceux qui sont intégrés, la moitié de leur budget sert à fabriquer les puces du futur. C'est bien ça? Oui, en agrégé. Là, c'est des statistiques agrégées. Donc ça fait des barrières à l'entrée énormes. D'accord. Alors, on en parle justement, des puces du futur. C'est une industrie qui est en développement constant et qui obéit à certaines lois et qui est obligée d'évoluer d'ailleurs. Tout à fait. Qui est constamment en mouvement. On a parlé de l'infiniment petit à chaque fois. Là, ici, il y a un mapping finalement des nanomètres qui sont de plus en plus petits en termes d'application. Donc ça, il faut constamment investir pour repousser les limites, pour avoir plus de performance. Et à droite, on voit un graphique intéressant qui montre un peu les limites de ce qui s'appelle la loi de Moore. Bon, c'est pas un théorème, mais c'est une constatation empirique qui dit que tous les 2 ans, il y a un doublement du nombre de transistors qui est possible par les économies d'échelle et les avancées technologiques, et qu'en fait, qui est associé d'une façon proportionnelle, historiquement, à une augmentation de performance associée. Et là, on peut voir donc sur le graphique, les petits pointillés en jaune, on voit que le nombre de transistors continue à pouvoir augmenter avec les années. Par contre, de façon linéaire, là, les performances en bleu commencent à tendre vers une asymptote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de plus en plus difficile à obtenir de la performance malgré le fait de pouvoir arriver dans les nodes nanomètres plus petits. Alors, justement, en préparant un petit peu le webinaire, j'ai vu que certains acteurs parlaient même de transistors à l'échelle moléculaire, justement pour essayer de continuer à obéir à cette loi de Moore. Oui, il y a 2 champs de recherche très intenses, mais qui probablement auront des applications dans plus de 10 ans, parce que c'est ce processus-là. L'électronique moléculaire, on utilise des molécules avec des signaux lumineux, on peut changer la conformation des molécules, ce qui permet de faire des fonctions différentes électroniques. Donc ça, c'est très intéressant, mais on est à des niveaux précoces. Et tout ce qui est l'ordinateur quantique, qui utilise comme les spins d'électrons pour pouvoir vraiment coder et faire des calculs puissants. Donc là, il y a des acteurs comme Google et IBM qui font déjà des bons résultats. Donc, effectivement, ces 2 domaines pourraient un peu bouleverser l'électronique conventionnelle basée sur le silicium qu'on décrit, mais on n'y est pas encore. D'accord. Et le graphique suivant? Oui, ça c'est finalement la même chose dans les mémoires. On voit que constamment il y a des nouvelles améliorations technologiques en roadmap et on est passé donc de mémoire en 2D à des empilements en 3D et il y a encore d'autres innovations à venir. C'est-à-dire que là on voit que c'est vraiment dans tous les sous-segments des semi-conducteurs des avancées très fréquentes. D'accord. Alors, on sait qu'il y a une demande extrêmement forte de la part du marché, de manière générale, tu en as parlé, les différents secteurs sont demandeurs de puces et de semi-conducteurs. Il y a les fabricants, mais il y a aussi ceux qui fabriquent les machines pour les fabricants de puces et forcément, ils sont extrêmement liés. Donc, si il y a une croissance au niveau de la production, il faut une croissance au niveau du nombre de machines aussi. Et on l'a vu tout à l'heure avec ASML, une machine, c'est 120 millions, donc ce sont des budgets qui sont considérables. Tout à fait. Il peut y avoir aussi une pénurie de ces éléments électroniques dans ces machines. Donc, on voit que c'est complexe de comprendre la situation actuelle. Mais en termes de budget, là, pour voir les ordres de grandeur, pour les équipements, vous pouvez voir sur le graphique de gauche qu'on atteint déjà presque les 80 milliards de dollars juste pour les machines. Donc ça, c'est vraiment, on a atteint une taille de marché significative. Et le nombre d'acteurs s'est aussi consolidé. Donc, on a finalement aussi une industrie très forte en barrière à l'entrée. Et on est investi à capitulatoire chez ASML, tu l'as dit Grégory, mais également sur Applied Materials qui, lui, fait des machines complémentaires, on va dire. Voilà. Donc, pour que les spectateurs comprennent bien, on a grosso modo 3 catégories. On a ceux qui dessinent, les créateurs de puces, on a ceux qui les fabriquent, et puis on a ceux qui fabriquent les machines pour les fabricants de puces. C'est bien ça. Tu as tout résumé. Voilà. Et capitulatoire, on a tout le spectre de ces sociétés, soit en portefeuille ou en tout cas dans notre univers d'investissement.
Alors, on l'a vu, hein, l'ensemble semble extrêmement complexe et c'est un approvisionnement et une production qui est globalisée. Oui, en fait, là, vous pouvez voir sur la gauche donc la carte un peu des échanges qui sont nécessaires pour créer finalement un semi-conducteur de bout à bout. Ça peut prendre entre 6 et 9 mois entre le design et la production finale. Donc, on voit qu'il y a un certain temps, mais c'est expliqué parce qu'il y a différents acteurs au niveau international qui ont un savoir-faire spécifique dans une partie de la chaîne. Et ce genre d'économie finalement mondialisée, ça a permis d'avancer plus rapidement au niveau de l'innovation et surtout économiser beaucoup d'argent. Mais effectivement, là, on n'a pas de pôle de savoir vraiment qui arrive à faire toute la valeur de la chaîne et quand donc il y a un souci à un endroit de la chaîne mondialisée, là, ça peut se répercuter dans le monde entier. Voilà. Et à droite, vous pouvez voir un tableau qui montre que finalement, c'est ce que j'ai dit un peu avant, ceux qui dominent le design, ce sont plutôt les Américains, tout ce qui est valeur ajoutée. Ceux qui font la production, c'est plutôt Taïwan et la Corée et Intel. Et par contre, ceux qui font des tâches de seconde qualité, par exemple de packaging, la dernière partie, là, c'est plutôt les Chinois. Donc, on voit un peu cette répartition géographique du savoir-faire. Donc, on y reviendra, mais difficile en tout cas de produire une puce de A à Z uniquement sur un seul continent. Exactement. Alors, on a une question qui concerne les cours de bourse de ces acteurs. On y reviendra en fin de présentation. Alors, justement, on parlait de globalisation, de mondialisation. En intro, je parlais aussi de tensions politiques. Il est évident que, étant donné les besoins qu'on aura en semi-conducteurs, la dépendance qu'on a, en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a constaté un peu comme les masques hygiéniques, qu'on était hyper dépendant de certains pays par rapport à certains composants et on a déjà des défis qui sont technologiques, qui sont budgétaires, et le politique a décidé de s'en mêler aussi. Effectivement, c'est un peu le dernier pilier de fragilité existante et potentielle, c'est la politique. Donc là, on peut voir les tensions entre la Chine et les États-Unis qui ne datent pas de l'ère de l'administration Trump, parce que déjà avant 2018, les Chinois voulant avancer plus rapidement, ont essayé d'acheter plusieurs sociétés clés américaines, mais elles ont été bloquées, ces acquisitions. Donc déjà, il y avait une certaine peur de la Chine à ce niveau-là, de ses ambitions. Donc au niveau de l'administration Trump, on ne va pas discuter de tous les détails là, de ces étapes historiques. Le graphique est relativement petit, donc voilà, mais ça montre qu'il y en a eu beaucoup d'événements. C'était ça l'image. C'est que effectivement, il y a une multiplication de conflits, des licences de vente de semi-conducteurs qui ont été bloquées. On va en parler après avec Huawei. Ça a été vraiment symptomatique. Et on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe maintenant, parce que c'est l'administration Biden, pour être différent. Mais en fait, non, on est dans la continuité, n'est-ce pas? On voit que les mesures de Trump ont été reconduites et d'autres ont même été rajoutées. Donc c'est vraiment une lutte ou une opposition long terme et structurelle et pas juste conjoncturelle. Et pas uniquement entre les États-Unis et la Chine, puisque l'Europe a constaté les mêmes risques ou les mêmes tensions. Et alors justement, petite question pour ceux qui nous regardent, pensez-vous ou êtes-vous favorable à une subvention ou un support plus fort des États pour justement faire face aux États-Unis et à la Chine en matière de semi-conducteurs? Donc en haut à droite, vous pouvez voter. Alors il faut savoir que l'Europe est montée au créneau aussi. Il y a le commissaire au marché intérieur Thierry Breton qui souhaiterait que l'Europe produise 20% des semi-conducteurs mondiaux. Donc c'est quand même, je pense, ça serait le double de ce qui est fait maintenant. C'est le double de ce qui est fait maintenant. Donc c'est particulièrement ambitieux dans la mesure où il reste 9 ans pour atteindre ces objectifs. Et tu as parlé des difficultés de production, de fabrication de machines, etc. Mais quelque part, il va falloir aussi se protéger contre ces difficultés. Alors, petite question, désolé. Alors voilà, est-ce que le 3D printing pourrait être une des solutions? Peut-être, pour arriver à gagner en efficacité. Disons, on a vu quand même que
là, on est en train de parler d'éléments de très petite taille. Donc, effectivement, on pourrait envisager le 3D printing, pas pour tout, mais en tout cas pour les circuits intégrés, pour une partie, tout à fait. Il y a une société israélienne qui est start-up là-dedans, Nanodimension, bon, c'est pas du tout dans notre scope, mais effectivement, qui essaye de faire des avancées, mais ça serait pour des choses plutôt basiques. Mais néanmoins, enfin, je veux dire, on pourrait imaginer que ça puisse prendre une place, mais dans le long terme, parce qu'on parle de l'infiniment petit quand même, donc ça serait peut-être, même si c'est une partie de la chaîne, ça peut toujours aider à soulager. Voilà. On est déjà un petit peu sur la fin de la présentation avec les solutions possibles pour sortir de cette crise. Mais actuellement, on est toujours dans la crise et on voit qu'au niveau politique, eh bien, les tensions sont extrêmement importantes. J'avoue que je n'ai pas regardé encore les résultats du sondage, mais donc oui, tout le monde est convaincu qu'il faut un interventionnisme. Alors, il faut savoir, petite anecdote aussi, ASML, qui est maintenant vraiment le champion européen, le plus gros exportateur des Pays-Bas, il faut savoir qu'en 1987, cette société a failli faire faillite et elle a survécu grâce à quelques commandes et surtout l'interventionnisme de l'État hollandais et de l'Europe. Donc oui, à mon avis, dans ce secteur-là qui est éminemment stratégique, on y reviendra, il est important que les politiques mettent la main au portefeuille. Alors, au niveau des tensions américaines et chinoises, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, notamment avec Huawei et peut-être un autre exemple? Tout à fait. Là, c'est deux exemples symptomatiques de ce qui s'est passé, vraiment concrets en termes d'impact. À gauche, Huawei. Donc, Huawei a été interdit d'acheter finalement certains composants électroniques américains de haute utilité que les Chinois ne savent pas faire eux-mêmes. Les Chinois savent faire une partie des semi-conducteurs, mais pas tous, en tout cas pas tous en volume et à coût raisonnable. Et là, on a vu l'impact directement sur les ventes des téléphones donc smartphones Huawei, qui sont d'ailleurs d'une très bonne qualité, on ne peut pas le discuter, mais en tout cas, vous voyez le graphique en bas à gauche qui montre une chute brutale des ventes. Donc là, on voit un effet direct de l'impact du manque de semi-conducteurs pour la production d'un géant de l'électronique. Et à droite, ça a même été plus loin, puisqu'ils ont même été le Canada a emprisonné la CFO de la société. Donc c'est quand même effectivement, ça va loin. Une réaction politique qui est extrêmement vive, ou une déclaration de guerre. Donc je pense que le titre est bien choisi. Et à droite, on peut voir un autre exemple un peu moins connu, mais on a parlé de TSMC qui fait 50% de la production de semi-conducteurs et qui est à Taïwan. En fait, la Chine a aussi son petit champion, de bien plus petite taille et moins avancé technologiquement, qui s'appelle SMIC. Et les États-Unis, pareil, là, ils ont empêché la société d'acheter, là, cette fois-ci, des équipements. On a parlé des équipements, soit des dernières machines de lithographie d'ASML ou certaines d'Apple Materials, d'autres machines. Et donc là, on a vu le cours boursier s'effondrer, vous pouvez voir sur le graphique, suite à ces nouvelles. Et après, finalement, il y a aussi un mécanisme de sanction américaine. Vous pouvez voir là en rouge sur le graphique Bloomberg vraiment que c'est un titre soumis à une sanction internationale. Donc là, oui, on rigole pas, on est face à des effets réels et pas juste à des mesures, des discours politiques. Oui. Alors on sait que la Chine, depuis longtemps, a compris l'enjeu de la production de semi-conducteurs. On sait qu'elle a tenté de créer ses propres champions. Tu l'as dit toi-même, ils ont encore quelques générations de retard. Ensuite, ils ont essayé de racheter des sociétés européennes et américaines. Et là, maintenant, on a une réaction politique qui est extrêmement vive pour bloquer ces rachats. Systématiquement. Voilà. Et se dessine un scénario, presque un scénario catastrophe, que tu vas nous expliquer. Un scénario catastrophe, on ne va pas dire forcément très probable, mais dont la probabilité existe. Et c'est par exemple... Taïwan. Donc, on voit que Taïwan, donc c'est tout un écosystème semi-conducteur. Il y a TSMC, bien sûr, qui est le cœur de la production mondiale de semi-conducteurs, mais il y a aussi d'autres sociétés autres que TSMC. On voit qu'effectivement, la Chine est très belliqueuse. Donc, Xi Jinping, en 2019, dit clairement que Taïwan devrait être réuni avec la Chine, même par la force, s'il le faut. Donc, ça, c'est quand même un discours très fort. On voit les Américains qui s'inquiètent. Là, l'administration Biden récemment, et même le CEO d'Intel, qui est plutôt quelqu'un du privé, qui, dans une interview récente en mai, évoque vraiment cette possibilité potentielle d'invasion de Taïwan, pas que pour une raison culturelle ou politique. Culturelle, pour les 40 millions de personnes, il y a des choses à faire, mais c'est surtout, ça pourrait mettre la main sur une technologie vitale et faire rattraper finalement 10-15 ans d'innovation à la Chine
d'un seul coup. Est-ce que les États-Unis, dans ce cas-là… Et de mettre la pression éventuellement sur d'autres partenaires commerciaux. Tout à fait. Et d'avoir finalement une supply chain dominée comme ils l'ont dans les batteries de voitures ou d'autres éléments. Et est-ce que les États-Unis répondraient? C'est pas si sûr de rentrer dans un conflit maintenant. Donc, disons, c'est peu probable, mais ça peut arriver. Et on voit, comme je l'ai dit avant, que TSMC, c'est 50% de la production. Mais il y a quand même Samsung qui augmente ses capacités de production. Donc, certains essayent d'anticiper déjà une diversification de la production pour être moins dépendant de Taïwan. Alors, on sait que, et je viens à une question qui a été posée, on sait aussi que la Chine a sécurisé des stocks de matières premières que les métaux rares, etc., sont principalement en Chine. Oui, à plus de 80%, ils détiennent les métaux rares. Ils ont des participations dans d'autres industries, par exemple du lithium. Ils font des stocks de cuivre. Ils essaient vraiment de sécuriser une grosse partie des éléments qui serviront soit dans les batteries en auto ou soit là typiquement dans l'industrie semi-conducteur. Il y en aura assez pour produire des puces dans le futur, ou bien est-ce qu'il faudra inventer une nouvelle technologie? Par exemple, dans les terres rares, tu viens de citer cet exemple, l'administration déjà Obama puis Trump et Biden sont dans la continuité. Ils ont essayé de repromouvoir cette industrie. Donc, il y a des acteurs américains et aussi australiens, MP Materials et Lynas, dans le mining, qui sont subventionnés d'une certaine façon pour aider à justement miner ces éléments en dehors de la Chine. Donc, effectivement, ça va jusqu'aux matériaux de base, ces questions géopolitiques. Alors, et que pensent finalement les CEO des sociétés que nous avons eues ou que nous avons en portefeuille par rapport à cette pénurie et à ces conflits actuels? Oui, donc il y a eu plusieurs déclarations dans les médias. J'en ai cité là ici juste 3. La première d'Infineon, les Allemands, qui disent qu'ils n'ont jamais vu en termes de demande autant de secteurs en croissance. Donc on les a cités avant, 5G, intelligence artificielle, voitures électriques, tout ça consomment. Donc ça, c'est vraiment l'aspect demande. Ils n'ont jamais vu autant de vecteurs de croissance en même temps. Ce qui est extrêmement positif pour eux. Oui, qui est très positif pour eux, en effet. On voit après que certains essayent d'estimer des délais de friction dans ce secteur. Certains parlent de 6 mois pour certains semi-conducteurs en termes de difficulté d'approvisionnement ou hausse de prix. Et d'autres, comme CEO d'Intel, lui parlent plutôt de plusieurs années, en fait, de difficultés devant nous. Alors, oui, ce qui risque de ne pas faire les affaires de certains producteurs. On voit notamment Ford qui avait annoncé une perte potentielle de 50% de sa production au second trimestre de cette année, ce qui est quand même extrêmement élevé, je pense, par rapport aux autres secteurs, aux autres acteurs. Parce qu'il était rassurant. Il était dépendant de cet acteur Renesas au Japon, donc il y a un peu un cas aussi non récurrent particulier. Mais c'est vrai que… Comme quoi, il ne faut pas être dépendant à un seul fournisseur, c'est bien ça. Mais on voit aussi la pénurie ou la rupture de stock de PlayStation. Oui. On a tous cru que c'était un buzz de Sony pour faire parler de la PlayStation 5. Mais non, c'est bien réel. Il y a un manque de composants pour pouvoir fabriquer la machine. Et là, je trouve quand même assez étonnant, Samsung aussi ne serait pas en mesure de produire son Galaxy Note alors qu'ils produisent eux-mêmes des… Il y aurait un décalage, et c'est paradoxal, Grégory, parce qu'en fait, Samsung, comme Intel, d'une certaine façon, est intégré verticalement, c'est-à-dire qu'il sait produire, il sait designer, et il produit lui-même, donc même les éléments de mémoire et certains processeurs. Donc, si même Samsung, effectivement, est dans une situation délicate, c'est que les contraintes, les frictions de pénurie sont allées bien loin, en tout cas. D'accord. Alors, justement, on parle de pénurie, de friction. C'est le principe de l'offre et la demande. On connaît ça très bien chez nous. Est-ce qu'il y a un risque d'inflation des prix des composants électroniques tels que les semi-conducteurs? Oui, c'est peut-être déjà le cas. C'est déjà le cas. Vous pouvez le voir sur les images qu'on vous a mis. À gauche, l'image de prix d'un processeur d'AMD. En dessous d'Intel, on voit que ces derniers mois, les prix ont quand même augmenté. On voit l'augmentation du prix qui est concomitante avec les problèmes dans l'industrie. Et à droite, alors qu'on était plutôt dans une phase où le prix des composants était en baisse. Enfin, en baisse, ça dépend. Disons, gérable, on va dire, pas forcément avec un saut de prix aussi important. Et vous pouvez voir sur le tableau de droite, là, c'est les mémoires. Au premier trimestre, on a des bonds de 80% d'une année à l'autre. Certes, il y a des effets de base avec le Covid, mais quand même, là, on voit un choc directement au niveau des prix et vient donc qui est source d'inflation. Un thème
justement chez Capital Network. Oui, tout à fait. Donc, un thème qu'on a abordé à plusieurs reprises. Il y aura d'ailleurs une vidéo très prochainement qui va être publiée concernant l'inflation, puisque c'est un risque qu'on monitore de très très près chez Capital Network, tant pour la partie action que pour la partie obligataire. Mais donc, si je te comprends bien, il est évident que certains produits… Ça va se répercuter sur le produit final. Tu me citais d'ailleurs l'exemple de Tesla. Oui, de Tesla qui a augmenté récemment de 5 fois ses prix sur certains modèles, qui citent les raisons d'inflation sous-jacente des prix des semi-conducteurs. Bon, il peut y avoir une façon opportuniste aussi de profiter de ces choses-là, mais on sent quand même que il y a une inflation que Tesla est évidemment déjà un petit peu la voiture du futur, puisqu'ils ont une voiture autonome qui est full électrique. Donc, mais eux gèrent bien finalement leur intégration verticale, donc sont les moins sujets finalement à ces problèmes, mais on sent que même eux subissent effectivement des pressions inflationnistes. Alors, ce qui m'avait aussi étonné quand on avait préparé ce sujet, c'est que quand on regarde le coût des puces, eh bien, on a en fait deux types de problèmes. On va avoir d'une part des puces, les dernières puces produites de très haute qualité, très, très haute valeur ajoutée, qui sont très compliquées à produire, et donc de plus en plus chères. Et d'autre part, on va avoir un ensemble de puces qui sont extrêmement bon marché, et que plus personne ne veut produire parce que c'est plus rentable de les faire. C'est bien ça. D'une certaine façon, ce qui s'est passé en fait, si on revient en 2020, rapidement, avec cette pandémie qui a vraiment mis au tapis certains secteurs, comme le secteur auto, on l'a dit, le secteur industriel, avec une chute brutale de la demande. Là, finalement, les producteurs de semi-conducteurs, dont TSMC, ont vraiment orienté leur production vers les secteurs les plus rentables de croissance, data center, PC, etc., drivés par le stay at home. Et effectivement, comme tu l'as dit avant justement, certains constructeurs automobiles n'ont pas bien anticipé un rebond après, en faisant pas assez de commandes et de stocks. Et donc, il y a toute une partie de la demande qui a été polarisée vers certains secteurs. Et le fait de changer maintenant à toute hâte en 2021 avec le rebond économique fort, ça met du temps pour pouvoir vraiment rebalancer une partie de la production. Donc ça, c'est aussi un phénomène qu'il faut comprendre et ce qui explique que même des processeurs finalement à 20 ou 30 nanomètres et peu compliqués à faire et peu chers sont également en pénurie en fait. Donc là, on est sur un problème a priori de plus court terme et de gestion des stocks. Oui. S'ajoute à ça ce que tu as mentionné, le super cycle, c'est-à-dire que la demande future va être portée par toutes les puces qu'on veut intégrer. De plusieurs marchés qui croient en même temps, du jamais vu, comme le dit le CEO d'Infineon. Donc ça, c'est au niveau de la demande. On voit qu'elle est très, très forte, même structurellement, au-delà du court terme, on vient de le dire, et des effets de friction. Maintenant, au niveau, de l'offre, il y a eu quelques éléments non récurrents. On pense au froid au Texas qui a vraiment bloqué certaines usines de Samsung et de NXP, ou alors le feu dans l'usine au Japon. Donc ça, c'est des éléments… Canal de Suez, c'était la tempête parfaite. Tout à fait, et même un niveau d'eau trop bas à Taïwan, l'eau étant utilisée dans leurs usines à TSMC. Donc vraiment des éléments qui ne vont pas se reproduire, donc ça a aussi exacerbé des choses. Donc ça, il faut le te dire, mais sous-jacent, en dessous de la surface, il y a des problèmes structurels, on l'a vu, de fragilité de la supply chain qui est trop interdépendante et finalement les sanctions américaines sur des sociétés chinoises qui ont aussi perturbé une partie du supply de certains chips. Voilà. Alors, on touche progressivement à la fin de cette présentation. On a parlé beaucoup de problèmes, puisque on parle de pénurie et des acteurs qui en bénéficient actuellement, même si eux-mêmes ont parfois des difficultés de suivre la demande. Il y a un des participants qui a proposé par impression 3D dont tu as parlé, mais quelles sont les réelles solutions à cette pénurie qu'on vit actuellement et pour combien de temps est-ce qu'on va vivre cette pénurie? Oui, donc on l'a dit avant, pour construire une nouvelle capacité, parce que c'est ça là, qui répond au problème structurel, en termes des nouveaux CAPEX, mais aussi peut-être les localiser sur une autre géographie pour avoir des pôles un peu plus complexes, pour être moins dépendant de cette supply chain mondiale en temps de crise. Donc ça, faut du budget, mais il faut aussi une localisation des nouvelles capacités de production. Ça, c'est la réponse, mais ça prend plusieurs années pour construire des centres complexes. Donc là, on va pas avoir ces solutions-là qui vont apparaître et résoudre directement le problème. Donc on risque de sentir la difficulté, avec les citations des CEO avant,
de 6 mois à peut-être 2 ans sur certains éléments électroniques avant que de nouvelles capacités arrivent. Et c'est pas le faute de moyens, hein, parce que TSMC vient d'annoncer 100 milliards de capex en 3 ans pour vraiment financer des investissements. Mais il y a un temps incompressible, malheureusement, qui est là. Et alors, on compte sur l'aide de l'État aussi. Oui, on a vu l'administration Biden faire un plan de 50 milliards potentiels pour aider l'industrie à relocaliser une partie aux États-Unis. Ça peut aider à être moins fragile au niveau mondial. Et l'Europe essaie de faire pareil, mais là, on est un peu plus sceptique sur... Oui, et en même temps, quelque part, ce sera quand même nécessaire puisqu'on affiche des plans ou des ambitions climatiques très importantes et ça passe par les nouvelles technologies. Donc forcément, ça passe par les semi-conducteurs. Si on n'est pas capable d'en produire suffisamment, en fait, on est vraiment dépendant des autres. Il pourrait y avoir tout simplement, s'imaginer des semi-conducteurs qui soient réservés plutôt à des zones géographiques qui peuvent les produire ou qui dominent la chaîne. Et nous, un peu, on serait au deuxième rang pour recevoir. Ça serait une qu'on connaît avec les vaccins aujourd'hui. Une situation critique, on n'en est pas là, mais effectivement, il faut quand même un minimum de tissu industriel et de recherche en Europe, évidemment. D'accord. Alors, pour terminer, finalement, on arrive à la partie investissement, ou en tout cas, les sociétés que nous avons suivies depuis très longtemps chez Capital Network. Alors, je répète, je le dis à chaque présentation, ceci n'est pas une recommandation à l'achat. Vous savez comment on fonctionne, on se focalise vraiment sur un ensemble de sociétés chez Capital Network. Et puis, en fonction de la valorisation de ces sociétés, on décide d'allouer une partie du capital ou pas. Alors, tu peux peut-être nous parler brièvement de ces sociétés. Tout à fait. ASML, on en a amplement discuté, le leader dans la lithographie, avec 100% de part de marché dans la dernière technologie Ultra EV. 28 000 salariés. Oui, et une market cap, une capitalisation boursière de plus de 200 milliards. Donc, c'est vraiment un succès, et européen cette fois-ci. Donc, on a investi depuis de longue date sur ce titre. Applied Materials, donc je vous avais dit, c'est tout ce qui est en dehors de la photolithographie, c'est d'autres éléments dans la chaîne de production. Société américaine, effectivement leader dans le secteur. Donc ces deux investissements, Grégory, sont complémentaires en termes de portefeuille. Synopsys, on n'en a pas parlé. En un mot, finalement, c'est le leader des logiciels, des softwares qui vont être utilisés dans le design. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, cette société, effectivement, ça fait maintenant peut-être 15 ans en Capital Network qui investit dans cette société. Et Intel, qui a quelques difficultés, certes, on le reconnaît pour faire la transition de certaines de ces technologies, mais qui a quand même un nouveau CEO qui est en train de mettre en place quelques solutions pour pouvoir rebondir. Donc, on a finalement, effectivement, un peu toute la valeur de la chaîne, comme tu l'as dit avant, à juste titre, de ce secteur, et ça fait longtemps qu'on est dedans. On n'est pas opportuniste, mais on a un peu vu des éléments qui expliquent ce qui est en train d'arriver il y a quelques années. De fond et structurel, dont tu as parlé, que tu avais d'ailleurs extrêmement bien identifié à l'époque. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'ont fait les cours de bourse? Ont-ils déjà anticipé justement cette pénurie et cette ruée vers l'or du semi-conducteur? Bien, effectivement, quand on regarde les cours de bourse, c'est extrêmement impressionnant. À titre d'exemple, ASML, depuis 2019, a fait x4. Donc voilà, je pense que ça vaut 2 fois plus que Intel. Pas en capitalisation boursière. Non, pas en capitalisation, mais en price earning. Oui, tout à fait, c'est très cher. On essaye de faire attention, bien sûr, à la valorisation, à la génération de free cash flow selon notre méthodologie, aux avantages compétitifs. Mais comment dire, là, on essaye d'être pragmatique, c'est-à-dire quand une société a un avantage compétitif certain avec des barrières à l'entrée, des patents ou un positionnement dominant, là, on est beaucoup moins exigeant sur la valorisation, et ce qui nous a permis de tenir certaines positions un peu plus chères comme ASML et garder néanmoins une société plus value comme Intel. Voilà. On a une palette de est vraiment sur le métier de Capital Network. Oui. Voilà, de prendre en portefeuille des sociétés qui ont une valorisation raisonnable, même si les perspectives sont plutôt royales pour l'ensemble de ce secteur. Voilà, mesdames et messieurs, cette conférence touche à sa fin. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre quels sont les enjeux et les raisons de cette pénurie. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. On se fera un plaisir
de vous répondre. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et à remercier Arnaud pour cette présentation extrêmement intéressante. Bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine fois. Merci, au revoir.